Si tu es chiro ou ostéopathe et que tu as du mal à poser des suivis avec tes patients en cabinet, alors ce cours est vraiment fait pour toi. Tu vas voir, je vais t'expliquer exactement pourquoi est-ce que tu as du mal à poser des suivis. On va aller explorer les croyances limitantes, qu'est-ce qui te bloque là-dedans. Après, on ira explorer aussi ce que dit la recherche par rapport à ça. Et enfin, je te donnerai la méthode et le mindset qu'il faut pour pouvoir réussir à poser des suivis avec tes patients. Donc, je pense que ce cours, j'attendais de le faire depuis très longtemps parce que c'est un sujet qui m'agace profondément, en fait. Euh, Quand je suis là à échanger avec des chiro ou des ostéos, que ce soit en appel de sélection, dans le groupe gratuit, d'ailleurs, tu vas le lire juste en dessous, hein, si tu veux me poser des questions et apprendre des trucs vraiment cool pour faire marcher ton cabinet, rejoins le groupe, ça pourra que te servir. Euh, le truc qui revient très souvent, c'est ouais, mais poser des suivis, ça me ressemble pas, c'est une technique marketing, c'est ceci, c'est cela. Il y a tellement d'idées reçues en fait là-dessus, et en fait, plus je vous parle, plus je me rends compte que je suis désolée de le dire aussi brutalement, hein, mais il y en a beaucoup d'entre vous qui ont vraiment de la merde dans l'esprit en fait, la merde dans la tête en termes de croyances. Et justement, j'ai reçu, vous savez que sur la chaîne, je fais des analyses de cabinet. Et j'ai reçu ce message-là, en fait. C'est une ostéopathe qui m'a soumis son cabinet pour que je puisse analyser son cas. Et en fait, il y avait ça décrit. Et ça m'a tellement choquée que je me suis dit, ok, c'est pas possible, il faut que je fasse une vidéo là-dessus pour expliquer vraiment à quoi ça sert de poser des suivis correctement avec les patients. Parce que là, les gens font n'importe quoi et croient n'importe quoi. Et le pire, c'est qu'on leur enseigne n'importe quoi. Donc, j'ai l'air énervée, hein, mais c'est juste que c'est un sujet qui me tient à cœur parce que pour moi, le plus important, quand on est en cabinet, c'est le patient, en fait. C'est pas nous, c'est pas combien on gagne, c'est pas atteindre nos chiffres, atteindre nos objectifs, c'est pas ce que l'école t'a dit de faire parce que machin truc et qu'il faut ressembler au médecin ou je sais pas quoi. Non, c'est de quoi la personne en face de toi, elle a besoin. Et je te le dis tout de suite, aujourd'hui, si t'es ostéopathe ou que t'es chiropracteur et que tu ne sais pas poser les rendez-vous de suivi, pour suivre le progrès de ton patient, littéralement, ou que tu revois ton patient une fois, un mois après, puis une fois, 3 mois après, je suis désolée, mais tu fais mal ton travail. Et ça, la recherche appuie ce que je dis, en plus. Donc, maintenant que les bases sont posées, d'ailleurs, une des plus grosses conneries que j'ai entendues, c'était tu vas rigoler, lors d'un appel de sélection. Avec, donc elle était chiro, pour le coup, elle travaillait pour un autre chiropracteur, un peu plus âgé qu'elle. Et cette personne-là, pour vous dire à quel point, quand je dis que les gens ont de la merde dans la tête, mais je pèse pas mes mots, enfin, genre vraiment, et encore, enfin, je veux dire, j'exagère pas, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'il lui a dit, au-delà de 2 rendez-vous, c'est un échec thérapeutique. Non mais mon gars, en fait, mettre seulement 2 rendez-vous à ton patient, c'est ça l'échec thérapeutique. Donc, on va aller faire un grand plongeon dans ce sujet-là, passionnant, et je suis sûre qu'à la fin de ma vidéo, vous serez de meilleurs thérapeutes, c'est une évidence. Donc, voici le message que j'ai reçu. J'avais donc elle m'explique sa situation en fait. J'avais que des nouveaux patients avant d'oser commencer à proposer des suivis. Il y a à peine quelques semaines, donc on parle de quelqu'un qui sortit de l'école il y a peut-être quelques années déjà. Euh, quand je parle de suivi, c'est un retour de consultation la semaine d'après seulement, car souvent mon traitement fonctionne très bien. En proposant un suivi, j'ai l'impression de profiter de ma position et d'arnaquer les patients, alors que je sais pertinemment que c'est grâce à ça que je pourrais enfin vivre de mon métier. Je vous laisse digérer ça, parce que là-dedans, il y a rien qui va. Les gars, il y a rien qui va. Déjà, à la dernière phrase, on pose pas des suivis dans le but de se faire plus d'argent. On pose des suivis parce que le patient en a besoin. Si tu penses que, en fait, un seul traitement, ça fait quoi que ce soit, c'est que tu prends pas en compte les bons indicateurs. Et ça, on le verra avec la recherche juste après. Donc, la plupart, en fait, des soucis avec lesquels les patients viennent nous voir, que ce soit, et là je parle surtout pour les chiro, les ostéos, mais en vrai je travaillais aussi avec des éthiopathes qui traitent d'autres problématiques, par exemple des trucs digestifs, des trucs au niveau de la sphère féminine, des choses comme ça, enfin, ouais, d'autres trucs que moi je suis pas trop, il y a aussi besoin de suivi, il y a aussi besoin d'un accompagnement, parce que souvent c'est des problèmes qui sont complexes, en fait. C'est pas juste un bobo. Et même si quelqu'un s'est pété la gueule et qu'il vient vous voir avec un problème aigu,
très souvent, sous le problème aigu, il y a quelque chose de sous-jacent, en fait. Il y a un pattern sous-jacent. On se casse pas la gueule comme ça, bon, avant d'avoir un accident. Mais même avec un accident, enfin, moi j'ai eu un accident de voiture, je sais ce que c'est, ça met plusieurs semaines à s'en remettre. Et il faut des suivis. Donc en fait, que le truc de ça me ressemble pas, t'es qui, en fait, pour dire, contredire la recherche et dire ça me ressemble pas de poser des suivis alors que c'est ce que ton patient a besoin, ça veut dire qu'en fait, toi, tes propres peurs, tes propres insécurités tu juges ça plus important que faire ce qu'il faut en cabinet pour bien traiter ton patient. Et les personnes qui me disent ouais, mais moi je traite que de l'aigu, ouais, mais est-ce que tu as fait une analyse assez profonde en fait pour savoir que pour être sûr que tu avais juste affaire à un problème aigu et surtout que ton problème aigu, il fallait pas une prise en charge en fait un peu plus complète que juste un traitement. Enfin, moi, ça me semble tellement une aberration de faire un traitement sur quelqu'un que je le fais même pas, je le fais même plus avec ma famille, en vrai. Avant, je le faisais, maintenant, je le fais même plus, et je les encourage tous à avoir une vraie prise en charge. Donc, on ne pose pas des suivis pour se faire plus d'argent. Ça, c'est une évidence. Donc, c'est pour ça que tu as l'impression, en fait, cette personne-là, c'est pour ça qu'elle a l'impression d'arnaquer ses patients. Parce qu'en fait, dans sa tête, ce qui se passe, c'est en mode, j'ai pas assez d'argent, donc je sais que poser des suivis, ça me rapportera plus d'argent, forcément, ça va me faire augmenter le nombre de rendez-vous. Donc, c'est logique. Et donc, du coup, bah, si je pose des suivis, c'est que pour avoir plus d'argent, donc j'en ai plus passion. En fait, c'est limite un pare-feu. Quand ton cerveau, il te dit ça, bah, c'est un pare-feu, parce que toi, vu la démarche dans laquelle t'es par rapport à ça, bah, évidemment que oui, là, c'est dans cette démarche-là, bah oui, il y a de fortes chances que t'arnaques tes patients. Il doit y avoir un truc avec se rassurer sur le fait que ces traitements fonctionnent bien. Et là, moi, je serais très curieuse de voir à quoi elle mesure que son traitement fonctionne bien. Parce que ça, on va le voir, hein. Moi, j'ai au moins genre 5 paramètres différents que je recheck pour être sûre de l'évolution de mon patient. Et le seul paramètre que enfin, je m'arrête pas à est-ce que ça va mieux? Oui, ça va mieux. Ça veut rien dire, ça. Ça veut rien dire. C'est pas chiffré, c'est pas factuel, c'est que du ressenti, c'est que du subjectif. Donc, on prend en compte, bien sûr, les trucs subjectifs, mais on s'arrête pas à ça. Sinon, enfin, on n'a juste pas de practice qui est evidence-based, sinon. Ça aussi, c'est des gros blocages que je vois chez les gens. C'est pas éthique. Et j'ai peur, donc j'ai peur d'arnaquer les gens. Ça, on vient d'en parler. Mais poser des suivis, comme je le disais, c'est pas une stratégie marketing pour remplir son cabinet. D'accord? Comme je vous l'ai expliqué, sinon vous êtes complètement à côté de la plaque, c'est ce que vous pensez. Là, l'excuse de c'est pas éthique de faire ça, encore une fois, moi j'ai juste envie de te poser une question. Si ton patient vient te voir avec, par exemple, un cas typique, mal de dos, mal cervical, chronique, donc depuis plus que 12 semaines, s'il vient te voir du coup avec un problème chronique, c'est quoi et que donc la recherche prouve qu'il lui faut au minimum 4, 6 visites et souvent même plus, qu'est-ce qui est le plus éthique du coup? C'est de lui proposer un seul traitement parce que dans ta tête, tu as fait des supputations sur quoi elle serait pas capable de payer ou que tu as peur de l'arnaquer, bref, que en fait, tu te places toi avant lui et surtout tu places tes peurs, tes propres insécurités, tes propres croyances avant le factuel, donc ce que la personne a besoin, ou est-ce que c'est plus éthique de te mettre toi de côté et de proposer ce qu'il faut à la personne? C'est-à-dire des suivis pour qu'elle aille mieux. Bah, personnellement, moi, je t'avoue que je suis dans la deuxième catégorie. Pour moi, je m'en fiche de ce que j'ai peur, je m'en fiche de ce que je pense. Moi, je fais ce qui est mieux pour la personne, en fait. Et je m'attarde pas sur mes petites opinions et mes petits ceci, mes petits cela. Je dis, ok, qu'est-ce que... Donc, evidence-based, je rappelle, la recherche, ton expérience clinique, et ce que la personne a besoin. Donc, selon son profil, le patient selon son profil, ses particularités, ses facteurs psychosociaux, enfin, tout ça. Tout ça, normalement, t'as appris à l'école, hein. Maintenant, on va aller attaquer et on va voir directement ce que dit la recherche. Ça c'est la partie numéro 1. Et j'ai essayé de sélectionner des trucs un peu solides. Voilà, genre des RCT, donc Randomized Control Trial. Donc là, c'est single blind, c'est pas double blind. Mais des méta-analysis, des choses comme ça. Comprendre l'anglais, c'est quand même la base. Parce que toute la recherche est en anglais, c'est pour ça qu'en France, on a 20-30 ans de retard, en fait, et qu'on est encore à se dire, oh oui, faut que je pose un suivi éventuellement dans 2 mois. Bah non, t'es pas un médecin, en fait. On essaie, là, vous essayez, en fait, quand vous dites ça, de traiter un problème de la même manière qu'un médecin, alors que vous avez une pratique thérapeutique qui est complètement différente, enfin, qui n'a rien à voir avec le fait de donner du médicament et de voir quelqu'un ponctuellement. Non, si on est ostéo, si on est chiro, si on est éthiopathe, ça fonctionne pas de la même manière, la manière dont on travaille. Donc, celui-là, par exemple, qu'est-ce qu'il nous dit? Là, on est sur, ok, des douleurs cervicales chroniques non spécifiques. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'ils ont testé? 3-4 traitements.
sur 4 à 6 semaines. Donc, déjà, et là, je suis sur quand même l'étude qui montre le moins de traitements. Donc, vous voyez quand même que le strict minimum, voilà, 4 traitements sur 4 à 6 semaines. Bah, ça me semble logique en fait. Voilà. Ici, qu'est-ce que ça me dit? Que bah, ça améliore la douleur et donc le sommeil, la fatigue, dépression chez des patients du coup avec des douleurs chroniques cervicales. Voilà, je suis en train de traduire en live, hein, donc vous me pardonnerez mes petits bugs mentaux. Vous irez voir l'étude, vous collez ça, hein, le lien, tac, vous collez ça dans ChatGPT si vous ne comprenez rien, et vous lui demandez l'analyse, par exemple. Ok, on va passer à la prochaine. Encore une fois, je crois qu'on est sur des ostéopathes. Voilà. Donc, pareil, des traitements manuels d'ostéopathe. Là, ici, on est sur des douleurs lombaires chroniques. Pareil, on est sur un RCT, donc Randomized Control Trial. Là, on a presque 500 participants. Donc, il y a un effectif plus gros, bon, probablement un résultat plus significatif. 6 traitements sur 8 semaines. Voyons voir. Bah, ici, comme je vous l'ai montré, en fait, hein, ils ont quand même montré que ces modalités-là fonctionnaient. Donc, 6 traitements sur 8 semaines. Là, on est sur une étude pour plus les chiro. Donc, maux de tête, après douleur cervicale et douleur au niveau du haut du dos, donc les épaules. Tout ça, par exemple, les apports thoraciques. Donc, ils ont étudié en gros 47 RCTs, donc 47 Randomized Control Trial, qui ont montré du coup 46,5% d'amélioration sur à peu près 7-8 visites. Donc 7-8 rendez-vous. Donc ce qu'ils ont évalué, c'est qu'une moyenne de 17 visites était nécessaire pour complètement résoudre maux de tête, neck pain, upper back pain, donc du coup douleur cervicale et douleur au niveau du haut du dos. Ici. Ah oui. Alors celle-là, c'est une analyse aussi qui a analysé différentes études. Et du coup, vous allez voir, donc par exemple, j'ai sélectionné ce 12 paragraphes parce que c'est ici en fait qu'ils explicitent les résultats. Donc, ils ont ciblé pareil, tout ce qui était chronique. Donc là, ils disent même que les résultats négatifs, c'était probablement dû à une période de traitement et de follow-up qui était trop courte, donc de 2 semaines. Pendant le premier mois, les 2 groupes ont reçu donc, les mêmes doses. Donc le troisième groupe qui a eu des fausses manipulations, qui normalement n'ont aucun effet. Ok, après le premier mois, les manipulations ont eu de meilleurs résultats que les fausses manipulations. Un des groupes a continué à recevoir des manipulations, des thérapies manuelles, quoi, on va dire, toutes les 2 semaines, pendant 9 mois. Continued exposure to SNT after the first month was significantly associated with lower pain and disability. Donc ça veut dire, en gros, que les personnes qui ont continué à être exposées au traitement manuel ont eu plus d'efficacité, ont reporté des meilleurs résultats en douleur et en incapacité, donc par rapport aux 2 autres groupes. Donc celui qui a reçu les fausses manipulations et celui qui s'est arrêté après le premier mois. Ok, ici on a 18 visites sur 6 semaines. Enfin, ok, donc là, ils disent qu'en fait, sur le court terme, 12 sessions de thérapie manuelle ont eu de l'efficacité et qu'après, sur le long terme, 18 visites ont eu marqué encore plus de différence par rapport au groupe de contrôle. Mais voilà, en gros, là, on a déjà quand même pas mal d'études qui sont en faveur. Voilà, ça, c'est une autre que je voulais vous montrer aussi. Donc ici sur 100 participants, pareil, avec des chronic low back pain, voilà, c'est un RCT, encore une fois. Donc RCT, en fait, au niveau aussi de la recherche, pourquoi je vous bassine avec les RCT? Parce que en fait, c'est le 2e degré, il me semble, le plus fiable. Au-dessus, c'est la méta-analyse. Donc là, ici, ils ont étudié 4 doses de traitement, quoi, 0, 6, 12 et 18 sessions. Là, c'est un Tiro qui a délivré ça, qu'en moyenne, 12 visites avaient ramené les résultats les plus favorables. Je pense que là, il y a quand même de quoi faire. Pourquoi est-ce qu'en France, on vous enseigne pas ça? Parce que visiblement, si tout le monde pense qu'un traitement, c'est suffisant, c'est que dans les écoles, il y a un gros manque, en fait, d'enseignement. Parce que, encore une fois, moi, j'ai étudié au Royaume-Uni. J'ai étudié un peu en France, 3 ans en France, 2 ans en Espagne, et j'ai fini mon master, donc 2 ans au Royaume-Uni. Et là-bas, c'est là-bas que j'ai fait ma clinique, étudiante. Et déjà, à l'école, ce qu'on nous enseignait, c'était de construire des plans de traitement avec nos patients.
C'est-à-dire que moi, je recevais un patient pour la première fois pour une première visite à l'école. Ensuite, on devait faire un projet de recherche avec les 40 premiers patients qu'on traitait dans notre première année clinique. Après ça, on était tranquille. Et avec ça, on produisait notre recherche. Entre la première visite et le compte rendu du résultat, on devait aller voir le tuteur avec tout notre dossier de recherche. Et après, on devait du coup, avec ça, justifier notre plan de traitement. Donc vous voyez que c'était le Royaume-Uni, hein, donc c'était très carré, avec des hauts standards. Ce qui m'a pas l'air d'être vraiment fait le cas en France, c'est bien dommage, parce qu'au moins ça donne une structure et une manière de réfléchir qui est très carrée, et moi j'aime ça. Donc, le point, c'est que du coup, moi j'allais voir le tuteur, que ce soit pour un problème chronique au niveau du cou, au niveau de maux de tête, upper back pain, lower back pain, je justifiais mon entraînement avec des choses comme ça. Et en fait, quand je disais au tuteur, ok, là je vais le voir 2 fois par semaine pendant 3 semaines, ensuite je réduirais ça à 1 fois par semaine pendant 4 à 6 semaines, le tuteur me validait systématiquement mon cas. Et on était tous à faire ça, avec des fréquences plus ou moins différentes, selon les problèmes qu'on rencontrait, avec des protocoles plus ou moins différents aussi, évidemment. Celui qui avait des sportifs qui avaient des problèmes de genoux, il n'allait pas faire exactement le même protocole que moi, par exemple, qui traitait plus ses problèmes chroniques ou le stress, ou des choses comme ça. Tout ça pour vous dire que, en fait, j'ai l'impression que dès l'école, on est formaté de manière différente selon le pays dans lequel on étudie. Parce que la manière dont on est formaté à l'école reflète le formatage global, le matrixage plutôt de la société. Et en France, enfin, ce serait se mentir que de dire qu'on a un gros problème avec l'argent. Et surtout des professions aussi comme les nôtres, les chiro et les ostéos, ne sont pas aussi bien intégrés dans le système de santé. Donc du coup, ça fait qu'on a aussi de gros problèmes de légitimité, ce qui n'était pas du tout le cas quand je travaillais au Royaume-Uni, ou même, mes potes sont, par exemple, au Danemark, en Suisse, en Norvège, tout est vraiment très intégré, hein, aux Pays-Bas. On est beaucoup plus reconnu que là, en France, où il y a encore cette image de petits rebouteux du coin de la rue. Alors que dans tous ces autres pays-là, on est regardé comme n'importe quel autre professionnel de santé. Ça explique pourquoi on enseigne ça à l'école. Et que beaucoup de personnes, du coup, reprennent après, des fois, toute leur carrière, c'est ça le pire, se tirent une balle dans le pied toute leur carrière, l'excuse de c'est pas éthique de poser des forfaits, des suivis. Et du coup, oui, alors, quand on parle de suivi, survient vite la question des forfaits. Donc, un forfait, ça sert à quoi? Encore une fois, qu'on soit clair là-dessus une bonne fois pour toutes, un forfait ne sert pas à forcer le patient à revenir parce qu'il s'est engagé financièrement, c'est pas ça du tout. Le but d'un forfait, franchement, moi je vous le dis, la manière dont j'utilisais les forfaits en cabinet, c'est très simple. C'est pour vous faciliter la vie. C'est-à-dire que le patient, c'est comme s'il déposait de l'argent sur voilà, son compte patient. Et en fait, vous le débitez à chaque fois. Et ça évite de passer 1000 ans à faire un chèque, de traiter les paiements à chaque fois. Moi, j'avais un système qui était tout automatisé. Sur le dossier patient, il y avait la somme de son forfait qu'il avait déjà réglé. Après, tout ce qui n'était pas utilisé, il pouvait le reprendre à n'importe quel moment. Il avait juste qu'à me le dire, moi, je lui reviens à l'argent, il n'y avait pas de problème. Par contre, ce que ça nous facilitait tous les deux la vie, c'est qu'en fait, il arrivait, il enlevait ses chaussures, boum, sur la table. Alors le gain de temps, imaginez si vous voyez 50 patients par semaine, toujours avec le volume qu'on se rend compte de la contrainte et de la friction dans un système. Si vous voyez, moi je voyais 60 patients par semaine à peu près. Et imaginez si je perdais 5 à 10 minutes avec chaque patient à chaque fin de consultation pour faire un paiement, et encore pire pour faire des chèques, chose qui n'existe nulle part ailleurs qu'en France, j'ai l'impression. Aux Pays-Bas, il n'y en avait pas, au Royaume-Uni, il n'y en avait pas, et tant mieux. L'échec, c'est une absurdité, c'est une horreur, c'est une aberration même. Même en carte bleue ou en cash, ça peut vite prendre du temps. Parce que la personne s'assoit, parle, trouver le process, enfin voilà. Donc imaginez juste, sur 60 patients, combien de temps ça vous fait gagner? C'est énorme. C'est juste énorme. Si vous perdez à chaque fois entre 5 et 10 minutes, si on prend 10 minutes pour faire un calcul facile, enfin, sur 60 rendez-vous, ça vous fait quand même 600 minutes. Je peux calculer en heures combien ça fait, mais c'est hallucinant. C'est énorme. Voilà, c'est pour ça que pour moi, les forfaits, c'est un gain de temps, c'est un confort pour le patient. Il paye une fois, après, il vient et il profite, en fait. Et il n'y a plus besoin de parler de la facture de paiement et tout était automatisé. Donc, c'est beaucoup plus simple. Ensuite, en France, comme je l'ai dit, vous avez une relation conflictuelle avec l'argent. C'est dommage, parce que ça cause des situations de merde qui n'ont pas lieu d'exister. On peut pas se calquer, en fait, comme je l'ai dit, avec nos professions, sur le système médical. Nous,
fonctionne différemment. On n'est pas là à prescrire un médicament et réévaluer, 4 semaines plus tard si le médicament il a mieux fait. Non, c'est pas ça. Pour nous, quand on vient corriger, par exemple, des dysfonctions, un mauvais mouvement dans une colonne vertébrale, on s'assimile plus à le travail du corps qu'on fait dans une salle de sport, c'est-à-dire avec des entraînements réguliers pour rééduquer la motricité, que ce soit vraiment, par exemple, après un accident ou des choses comme ça, ou alors pour prendre du muscle. Enfin, ça semble aberrant de dire à quelqu'un, ok, je vais aller à la salle de sport une fois toutes les 2 semaines, puis ça va suffire à me faire prendre vraiment du muscle. Non, c'est ridicule. Je pense qu'on est tous capables de s'accorder là-dessus. Bah, nous, c'est pareil. On travaille avec le corps. Il faut un travail continu. Ça me semble une évidence. Et du coup, ça n'arrive pas, en fait, dans d'autres pays, simplement parce que, notamment par exemple aux États-Unis, les ostéopathes, ça c'est le meilleur exemple, ils sont vraiment en fait intégrés dans le système de santé. Donc il n'y a pas du tout de problème d'illégitimité. Pareil, les chiropracteurs ont pas un diplôme médical, comme c'est le cas ici, ça c'est un screenshot de Wikipédia. Donc ils n'ont pas un diplôme médical comme les ostéopathes, mais en fait ils sont reconnus comme, bah ouais, enfin ils sont reconnus en fait en mode normal. Les gens vont consulter le chiropracteur en mode normal. Donc, bah voilà, voir le chiro par exemple toutes les semaines, si t'as besoin d'y aller toutes les semaines parce que t'as une problématique à régler, c'est normal. Et en fait, personne ne se pose de questions, du coup. Donc voilà, je vous dis, enfin, franchement, après avoir vécu dans maintenant 3-4 pays différents, il n'y a que en France qu'il y a autant de friction et de réticence avec les suivis et avec faire revenir les gens, en fait. Il y a vraiment qu'en France qu'on a ce problème-là. C'est hallucinant. Et le pire, c'est que ce problème-là, il vient même pas des patients. Parce que le patient, quand tu lui présentes quelque chose comme il faut, il comprend l'intérêt des suivis. Et il a envie de revenir te voir, en fait. Il a vraiment envie de revenir parce qu'il a envie d'aller mieux, en fait. Le patient, c'est ça, il a juste envie d'aller mieux. Comment poser les suivis? Donc, comme j'ai dit, tu reprends les principes d'une practice evidence-based, donc basée sur les preuves, je pense qu'on dirait en français. Donc tu regardes, tu vas lire un petit peu et explorer la recherche que je t'ai montrée. Ensuite, tu t'appuies toi sur ton expérience clinique. Donc là, ce que je te suggère de faire, si par exemple aujourd'hui tu ne poses pas de suivi, comme c'était le cas de la petite dans ce message, ou alors que par exemple t'en poses, mais tu revois tes patients un mois après, bah juste en fait force-toi. Genre vraiment, mets tes insécurités, mets tes peurs de côté. Et arrête de te raconter des histoires de merde, comme quoi t'arnaques les gens, ou je sais pas quoi. Arrête de croire que tu fais ça pour l'argent. Genre vraiment, va voir la recherche, regarde ce que dit la recherche, va te renseigner, arrête d'écouter les gens qui te racontent des conneries, et dis-toi, ok, le patient en face de moi, il a ça depuis des années. Ok, c'est quoi le plus logique? Est-ce que vraiment je pense que je vais être capable de résoudre, que je suis Dieu et que je vais être capable de résoudre ton problème en une séance ou en 2 séances? Ou est-ce que j'ai envie de l'accompagner vraiment sur un truc plus profond pour qu'il ait un changement durable et qu'il ne vienne pas me revoir dans 6 mois avec exactement le même problème? Voilà. Et puis l'aider, comme les recherches l'ont montré, à améliorer au passage son état de fatigue, son sommeil, son niveau d'énergie. Vous avez vu que même, enfin pour l'ostéopathie, pour la chiro, moi, ça je le sais, moi je suis chiro, donc du coup je les ai vus, toutes ces améliorations en cabinet. Mais pour les ostéos, c'est pareil. La recherche a l'air de montrer qu'on impacte quand même beaucoup plus loin que juste j'ai mal au dos. Donc tu te dis, ok, je vais faire l'expérience là, pendant les 2 mois qui viennent, je vais voir, je vais retourner les patients, devenir au minimum toutes les 2 semaines, voire même toutes les semaines, comme la recherche le recommande. Et je vais prendre en compte d'autres paramètres. C'est ce que je vous disais au début de la vidéo. Alors, les paramètres que moi je prenais, il y avait déjà donc, le seuil de douleur, donc de 1, de 0 à 10, le fameux de 0 à 10. Ensuite, il y avait l'examen clinique, donc c'est-à-dire posture. Donc là, j'avais un logiciel qui analysait la posture aussi. Il y avait évidemment la qualité du mouvement, donc le range of motion, à quel point la personne était capable, le range de mouvement, quoi. Et aussi la qualité. C'est-à-dire que, par exemple, c'est pas tout de savoir lever les bras, il y a comment la personne lève les bras, et qu'est-ce que ça cause aussi dans toute la chaîne de mécanique. Par exemple, si elle lève les bras, puis après je vois une lordoleuse lombaire qui fait comme ça, je me dis, ok, il y a peut-être un truc qui va pas. Donc, déjà, il y avait tout ça. Après, il y avait des tests musculaires. Et après, j'avais différents tests aussi, selon les régions du corps et ce que je targetais comme examen. J'avais différents tests. Et ah oui, et après, il y avait aussi toutes les références du reste de la vie du patient. Je suis désolée, j'ai tous les termes qui viennent en fait en anglais, et c'est pour ça que j'ai des bugs monumentaux quand je suis en train de vous parler. Par exemple, j'évaluais leur niveau de sommeil, j'évaluais, c'était quoi? Sommeil,
énergie, humeur, digestion, euh, la comment je dis? La manière dont ils se sentaient à l'aise aussi dans leur corps. Donc ça, c'était beaucoup plus subjectif aussi comme paramètre. Mais en fait, évaluer comme ça entre, 7 et 10 paramètres autres que juste la douleur, ça me permettait en fait d'avoir j'en ai envoyé un questionnaire aussi avant la première visite du coup avec tout ça. Donc c'était déjà rempli et j'avais plus que repasser tout ça avec eux. Enfin, tout était très, très bien structuré et organisé dans mon CAM. D'ailleurs, je me rappelle une fois, j'ai eu une patiente qui m'a dit, «Oh, vous êtes vraiment un bon entrepreneur» et j'ai été hyper touchée quand elle m'a dit ça, parce qu'en fait, du coup, je voyais vraiment qu'elle voulait le dire dans ce sens-là, en mode tout est hyper bien cadré, hyper bien organisé, genre vraiment huilé comme une horloge suisse et les patients voyaient que je débutais au cabinet et que je voyais un gros volume de patients et en fait, malgré tout, ça n'altérait pas la qualité des soins qu'ils recevaient. Et ça, c'était super. Parce que du coup, quand j'avais des patients comme ça qui me disaient: «Oh, vous êtes vraiment un entrepreneur», franchement, ah ouais, ça me touchait vachement. Donc, c'est ce que j'essaie d'ailleurs de transmettre dans le système. Et si vous n'êtes pas un élève du système, c'est pas grave. Vous pouvez aussi d'ailleurs, pour apprendre à faire tout ça et à mettre tout ça en place, rejoindre le groupe gratuit. J'ai créé justement le groupe, il s'appelle Cabinet Aligné, c'est sur School, c'est pas compliqué de s'inscrire sur School. Vous rejoignez le groupe, je pense que vous avez le lien d'ailleurs juste en description. Et déjà, tout ça, on aborde beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs, des sujets comme ça dans ce groupe-là, pour vous aider à remplir votre cabinet, donc de manière alignée, de manière éthique, sans trahir vos valeurs, et en étant un thérapeute, bah voilà, qui pratique avec le cœur, de manière bienveillante, de manière humaine, tout ce que je suis en train de vous décrire là, en fait. Donc, qui est à l'opposé des coachs marketing, qu'on voit et des pubs hyper agressives qu'on voit tous passer sur Instagram et sur Facebook. Enfin bref, ça, c'est une autre histoire. Mais, voilà. Donc, quant à la vue d'ensemble de ton patient, avec le symptomatique, le reste de sa vie, ton analyse clinique, la recherche et ensuite, bah, voilà, les particularités, du patient que tu as en face de toi et ton expérience clinique, là, tu commences vraiment à avoir une practice evidence-based, d'accord? Donc basée sur, la science, mais pas que. Il y a aussi ton expérience à toi. Mais si ton expérience, ça a toujours été de faire la même chose depuis 20 ans, comme c'est le cas des personnes qui rentrent dans le système, par exemple, et qui ont un cabinet qui stagne à, je sais pas, 10, 15, 20, parfois 25 rendez-vous par semaine, depuis 15 ans, et qui aspirent à plus, donc avoir 40, 60, 80 patients par semaine, c'est possible. Moi, je l'ai fait, moi, je suis montée jusqu'à 520, hein. Donc, si tu es dans ce cas-là, j'avais un prof à l'école qui m'avait dit: «C'est jamais le nombre d'années qui compte, c'est ce que tu fais pendant ces années-là». Parce que en fait, tu peux très bien te dire: «Ouais, j'ai 20 ans d'expérience», mais en fait, pendant 20 ans, tu as fait que reproduire ta première année. C'est-à-dire que tu es sorti de l'école, on t'a dit: Ouais, tu vois le patient, voilà, une fois, puis après une autre fois le mois d'après, puis après, c'est bon, dans 6 mois». Et si tu fais ça, en fait, depuis 20 ans, t'as pas vraiment 20 ans d'expérience clinique, en fait. Parce que déjà, t'as pas le volume. Parce qu'il y a aussi un truc, c'est que, par exemple, je vous donne un exemple très concret pour illustrer mon point, ça va mieux percuter, je pense. Quand j'ai commencé à travailler, par exemple, au UK, au Royaume-Uni, c'était dans des grosses cliniques où on voyait facilement plus de 100 patients par semaine. Ce qui fait qu'en fait, en un mois, j'avais vu 400 patients. Des fois, c'était un volume. Imaginez mes copines, par exemple, qui sortaient de l'école en France, qui ont ramé pour déjà arriver à 20 patients par semaine. Et au début, quand elles ont ouvert leur cave, elles n'étaient même pas à 10 par semaine. 10 par semaine, tu vois quand même que 40 rendez-vous par mois. C'est rien du tout. 40 par mois, moi j'en menais 400 par mois. Vous vous rendez pas compte? C'est comme si je gagnais de l'expérience 10 fois plus vite, en fait. Et c'est ça au début. En fait, au début, il vous faut du volume. Enfin, franchement, plus vous êtes jeune, plus il vous faut du volume, parce que c'est avec le volume que vient la qualité. On peut devenir meilleur que quand on a pratiqué quelque chose 500 fois, 1000 fois. Mais c'est pas en voyant 40 rendez-vous par mois qu'on va devenir meilleur dans la pratique et que vous allez prendre confiance en vous et que vous allez mieux traiter vos patients. Moi, je suis devenue meilleure grâce au volume que j'ai vu. Et après, avec le volume, vient la qualité. Et après, au plus on avance dans la carrière, au plus on cible la qualité. Donc, on cible mieux les patients qu'on est capable d'aider, avec lesquels on est le plus à l'aise, et on prend de plus en plus confiance dans nos méthodes de soins. Donc, on est de plus en plus rapide, de plus en plus efficace. Et ça fait que on est de moins en moins en retard, par exemple. Après, c'est un cercle vertueux, en fait, qui se met en route. Mais ça, vous ne le débloquerez jamais si vous avez pas de volume dans votre cabinet. Le volume, au départ, ça fait tout. Ça fait tout. Donc, c'est ce que mon prof disait. Si vous produisez votre première année
pendant 20 ans, vous avez pas 20 ans d'expérience, vous avez 1 an d'expérience, répétez 20 fois. Voilà. Donc, regardez, par exemple, là, je vous parle de cette expérience-là, au Royaume-Uni, où je voyais 100 patients par semaine. Là, je suis restée pas mal de mois dans cette clinique-là. Enfin, je suis passée dans une autre clinique, un autre setup, complètement différent. La première, je travaillais avec 4 tables. C'était vraiment très très rapide comme rythme. Le deuxième, j'avais une table, des créneaux de 10 minutes. Là, c'était 80 patients par semaine. Un contexte complètement différent. C'était ce qu'on appelle un semi-open plan. Ok. Ensuite, j'ai ouvert mon propre cabinet. Déjà, trois expériences professionnelles en l'espace de moins de 3 ans. C'est quand même beaucoup. Entre-temps, alors, mon propre cabinet, c'est encore une autre histoire. Mais du coup, entre-temps, j'ai aussi varié les techniques que j'utilisais. Entre-temps, il y a eu aussi un voyage, c'est-à-dire que j'ai construit des patientèles, même au fin fond du Nicaragua, au fin fond du Guatemala. Avec Léa, on passait un message sur Facebook, et puis après, on faisait marcher aussi le réseau du point. Et on arrivait à. Enfin, franchement, c'est pour ça que des fois, quand je voyais mes copines sorties d'école de France qui voyaient 15 patients par semaine, alors ça faisait 2 ans qu'elles étaient diplômées. Enfin, nous, 15 rendez-vous par semaine, c'est ce qu'on voyait au fin fond du Guatemala, là où les gens ils ont vraiment pas de thunes, et on se faisait rémunérer. On faisait pas ça gratuitement, c'était pas de l'humanitaire, hein. On se faisait rémunérer. Je crois qu'on chargeait pas grand chose, genre 20 $ pour une consultation. Mais quand même, et franchement, au bout de 2-3 semaines, on était à 20 patients. 20 patients par semaine, chacune. Donc, enfin, vous voyez, et Léa, elle parle un espagnol très approximatif. Donc, tout ça pour dire que vraiment, enfin, c'est fou pour moi de voir des gens qui se bloquent comme ça, aussi longtemps, et qui justifient leur stagnation avec des excuses de merde qu'ils ont dans la tête, en fait, et qui se rendent pas compte, en fait, ils pourraient faire beaucoup mieux, ils pourraient aller beaucoup plus loin, que ce soit eux personnellement en tant qu'entrepreneurs, mais aussi en tant que thérapeute, et ils pourraient faire aller leurs patients beaucoup plus loin dans leur santé, et en fait, ils se bloquent juste parce que ils ont pas les bons modèles mentaux pour réussir. Et moi, ça me frustre, mais vous avez pas idée à quel point, en fait. Moi, c'est pour ça que je fais tout ça, hein. Sinon, sinon, me casserais pas le cul à faire tout ça, si ça me tenait pas à cœur. Donc, c'est pour ça. Là, ce que je vous encourage à faire après cette vidéo, c'est arrêter de faire ce qui ne marche pas. Essayez de sortir de votre zone de confort et juste si vous avez peur, traversez cette peur, vivez-la dans votre corps. C'est ok d'avoir peur, c'est normal. Mais vous n'allez pas crever en fait. Vous n'allez pas crever si un patient vous regarde bizarre quand vous lui dites de revenir la semaine prochaine et les 4 prochaines semaines qui suivent. Vous n'allez pas crever si quelqu'un vous dit non. Vous n'allez pas crever si quelqu'un vous dit ouais, non, c'est cher quand même, machin. Non, vous n'allez pas. Enfin, vous n'allez pas mourir en fait. Donc, qu'est-ce qui vous retient? De quoi est-ce que vous avez autant peur pour vous bloquer comme ça pendant 10 ans des fois? C'est aberrant. Donc, si vous avez peur d'ailleurs, comme j'ai dit, rejoignez le groupe gratuit. Il y a des modules entiers que j'ai enregistrés exprès pour vous sur les peurs. Donc, allez-y, c'est gratuit, enfin vraiment. Donc voilà. Donc du coup, pour conclure maintenant cette vidéo, ce que vous avez besoin d'apprendre à faire, c'est déjà, donc, comme j'ai dit, de traverser vos peurs, de faire un gros travail intérieur au niveau des modèles mentaux, des croyances, des peurs, et de repenser, restructurer complètement dans votre tête la vision que vous avez de votre profession, de vous, ce que vous faites dans le cabinet, et donc de votre identité en tant que thérapeute, et après de développer une identité d'entrepreneur aussi. Les deux vont ensemble. Être un bon thérapeute, c'est être un bon entrepreneur, et vice-versa, quand on a un cabinet. C'est pareil, enfin ça va ensemble. L'un nourrit l'autre. Voilà. Donc, ensuite, une fois qu'on a fait ce gros déblocage qui est quand même le gros domino à faire tomber pour faire changer cette situation-là, ensuite, ce qu'il faut apprendre à faire, et ça c'est précisément ce que l'on sait dans le système, apprendre à construire un parcours de soins pour vos patients. Donc, selon les cas que vous allez en cabinet, moi ce que j'apprends à mes élèves, c'est à construire des parcours de soins cohérents, logiques, basés sur la recherche, leur expérience clinique et les particularités des patients qu'ils ont en face d'eux. Donc, une practice evidence-based. Et avec ça, bah, en fait, des fois, il y en a qui choisissent aussi de mettre en place des forfaits parce que, comme j'ai dit, c'est plus simple. Des fois, il y en a qui le font pas. Mais bref, en tout cas, si... Parce que j'en ai certains qui me disent ça des fois. Oh, ça me ressemble pas de faire ça. Si t'as écouté cette vidéo et que c'est encore ce que tu penses, bah là, j'ai rien à te dire. Franchement, j'ai rien à te dire. Parce que si, bah, avec tout ce que je t'ai dit, ça, c'est encore ça que t'as dans la tête, bah, en fait, mets la clé sur la porte. Ça rendra service à toi et à tes patients, en vrai. Voilà. Et laisse-les à des gens plus compétents.
tant qu'à faire. Au lieu de leur promettre qu'ils vont aller mieux en 1 ou 2 séances. Ok, donc maintenant, comme j'ai dit, si tu as besoin d'aide avec tout ça, tu as déjà le groupe gratuit. T'es pas tout de suite obligé de rejoindre un accompagnement. Déjà, rejoins le groupe gratuit, puis ensuite, tu me poses des questions si tu as besoin d'aide. Et on met en place des choses, déjà. Après, tu vois que ça marche. Et si tu veux aller plus loin, tu prends un appel avec moi, on discute de ta situation. Et là, on voit si tu fit si tu peux rentrer dans le système ou pas. Parce que bon, moi, je pose pas avec tout le monde, évidemment. Je bosse qu'avec les meilleurs profils parce que j'aime pas me faire chier et j'aime bien avoir des bons résultats, que ce soit avec mes patients ou avec mes élèves. Et si je sens en face de moi que j'ai quelqu'un qui est pas motivé, qui est pas sûr, qui a moyennement envie de faire fonctionner les choses et tout, ça m'intéresse pas. Moi, j'aime bien bosser avec des gens qui sont motivés et qui ont envie de changer les choses parce qu'ils savent pourquoi ils veulent le faire. Voilà. Donc, maintenant, je te retrouve dans les prochaines vidéos. Si tu veux me soumettre aussi la liste de cabinet, n'hésite pas à me la soumettre. Encore une fois, tu rejoins le groupe gratuit, tu m'envoies un message, tu as le template, le modèle, je le donne dans le groupe, avec ta situation, tout ça, les questions, les blocages que tu rencontres et tout. Tout expliqué, c'est très simple, c'est gratuit aussi. Tu m'envoies un message, j'analyse ton câble et je te fais un retour en vidéo comme ça pour que tu puisses continuer à avancer. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt.